negociante asume el riesgo de comprar la materia prima incluso antes de que haya sido producida. Un año antes de la cosecha, el algodón ya es objeto de transacción. Armand Essercer trabaja desde hace tiempo con Burkina Faso, hoy uno de los primeros productores de algodón en África. Es el comienzo de la cosecha. Los productores reúnen su producción. El interlocutor de Armand Essercer es Sofitex. Esta empresa paraestatal administra y comercializa la producción de algodón del oeste del país, o sea, cerca de 500.000 toneladas de algodón en bruto. Este algodón que acaba de ser cosechado, Armand Essercer lo compró hace un año. No solo lo compró, sino que además lo vendió ya a hiladores asiáticos. J'espère que ça va être mieux que l'année dernière. Oui, donc ça serait mieux que l'année dernière. Donc ça, c'est une usine de Solinzo. ¿Está presente la calidad prometida al cliente? Es la hora de la verdad. Oui, oui. On vient dans les salles de classement, on vient voir Joël et on lui dit bon, qu'est-ce que c'est la réalité de ce qui va nous être livré? Parce que nous, on doit livrer nos clients et qu'est-ce qu'on va pouvoir leur livrer? Et il faut essayer de caler le plus proche possible des spécifications vendues aux spécifications livrées. Et ça, sans les salles de classement, les résultats de salles de classement, on ne peut pas le savoir. 79 la fin. Je prends Bobby à 98. 98 Bobby, 601 Bobby S1, 532. A partir del momento en que el algodón se embala, los traders procuran sacar la mercancía lo más rápidamente posible para respetar sus compromisos. Ahora todo es cuestión de logística y todo el mundo rema en la misma galera, ya sea Louis Dreyfus, Cargill o Armand Essercer. Hay que sentarse en la misma silla frente a Paul Surabier, responsable de las expediciones en Sofitex, con quien hay que negociar. Je commence le chargement, mais je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont partir. Et par le train, tu peux évacuer quand même, non? Oui, par le train, ça, il n'y a pas de souci. Ça, j'ai commencé même depuis la semaine passée. Estos fardos de algodón burkinés estarán dentro de unos meses, si todo sale bien, en manos de hiladores asiáticos. Desde la compra del producto hasta su entrega en el destino, los negociantes de materias primas necesitan financiamientos considerables. Es ahí donde intervienen los bancos. La banque a horreur du risque. Hein. Autant le trader aime le risque, autant le banquier, je pense, a horreur du risque. Donc, il laisse le trader de pétrole prendre le risque et lui, il le finance par derrière. Oil trading, for instance, has certain merits, such as that you typically transact large tickets, which makes it operationally very efficient. If you look at a crude oil trader which executes transactions with a typical tenor of 45 days, that means that they can turn around 8 times their credit line a year. And knowing that crude oil cargo is something between $120 to $250 million, you can imagine what amount of money is involved in that business. And no, I don't imagine. You know. But can you tell us? I mean, there are, in the crude oil sector, there are companies which have turnovers between 100 million upwards to $200-300 million. The very big ones. $1 billion, yes. Well, I don't use a lot of bankers today. I use trade finance funds because the banks have been very erratic in their relationships. When
when it's sunny, they give an umbrella. When it's raining, they take it away. And they tend to do that all the time. But that means that you don't like risk, you are risk adverse, but banks too. Banks too, but sometimes, back in 2008 and 2009, the shares collapsed and they didn't have enough cash to provide financing. And it was a drama. It was horrifying. We were wondering how the world is functioning, how the trade flows are being financed. The banks cut a lot of lines to a lot of people. Did they cut for you? At the time, yes. Yes. So what happened? At the time, I had to liquidate my company, yes. Was it a drama? Worse than a drama, yes. It was my life, yes. Los negociantes, apasionados por su producto y su oficio, tienen también fama desde hace tiempo de ser especuladores. La historia del negocio es también la de la especulación. Ya en 1909, el cineasta estadounidense Griffith contaba en A Corner in Wheat las trampas de un especulador que se enriquecía sin escrúpulos, condenando a los campesinos a la miseria. La spéculation fait partie du métier. Il est important pour un négociant, et en l'occurrence la commodité qui m'intéresse, qui est le riz, d'imaginer à l'avance la montée ou la baisse des prix. Donc il s'agit de prendre des positions et d'acheter ce que l'on sait, ce que l'on peut vendre avec un profit, ou de vendre ce que l'on sait que l'on pourra exécuter avec un profit. D'où spéculation. Apodado Dedos de Chocolate, Anthony Ward es considerado el más brillante trader de cacao. En 2010, acapara las portadas al comprar casi todo el stock de cacao de Costa de Marfil, el primer exportador mundial. Unas semanas más tarde, en Abiyán, estalla una guerra civil y la cotización del cacao se dispara. El golpe de suerte funciona, pero la situación cambia de signo y en noviembre de 2012, Anthony Ward se ve obligado a ceder su empresa. Il est tout à fait évident que la tentation peut être, pour des acteurs dominants sur un marché, de retarder les ventes dans l'espoir que les prix augmentent, d'acheter autant que possible pour faire monter les prix et ensuite revendre avec une plus-value. C'est le cœur du travail du trader. La grande difficulté, c'est l'absence de transparence. Il peut y avoir de la discrétion dans le métier, mais en aucun cas, peut-être que les entreprises, effectivement, ne communiquent pas sur leurs infrastructures, sur les silos ou les entrepôts qu'ils possèdent, mais en aucun cas, il y aurait des stocks cachés, des cavernes d'Ali Baba planquées au fin fond de l'Amazonie. Non, ça n'existe pas. Pero una revolución sin precedentes va a trastornar el mundo de los negocios y abrir el camino a una especulación de índole totalmente distinta. Hay que ir a Chicago para comprender lo que pasó en los umbrales del siglo XXI. Los negociantes y los productores han procurado siempre prevenir el riesgo de la fluctuación de precios. Para gestionar ese riesgo, crearon los mercados de futuros. El Chicago Board of Trade es el más famoso, un lugar mítico del mercado de materias primas agrícolas. Aquí trabajan otros traders de materias primas. Los llaman traders de papel por oposición a los que operan dentro del mercado físico. Tres Knipa es un trader de papel. I'm watching crude oil here. I've got a big position in crude. I'm also watching other markets. And then I'm on Twitter. And so I will monitor. Twitter, for me, is a good source of news because people will talk about what's going on and it'll show up. So I'll kind of keep an eye on that. And then I'll make comments. There's some people that are listening to my comments
in the crude oil, and I'll kind of tweet about it and say, I think this or I think that. You know, just, if anything else, it's to watch and see what's going on. En el Chicago Board of Trade, los traders de papel como Tres Knipa negocian contratos de futuros. En el lenguaje financiero, un contrato de futuros es un producto derivado. Para los negociantes, es una forma de seguro para protegerse de la fluctuación de los precios. En fait, si les marchés à terme existent, c'est parce que les compagnies d'assurance ont refusé d'assurer les risques de prix. Pour une raison technique très simple, qui est que vous avez une voiture, vous pouvez l'assurer contre le vol ou contre l'incendie, parce que vous savez combien elle vaut. Et l'assureur sait très bien que telle voiture, si elle vaut tel prix, il vous l'assurera contre une cotisation qui peut pricer, dont il peut définir le prix et le montant. Sur une matière première, la possibilité de hausse ou de baisse, surtout de hausse, elle est infinie. Donc le risque n'est pas quantifiable. Et c'est parce que les compagnies d'assurance ne pouvaient pas assurer ce risque que des marchés à terme ont été créés. Lorsque l'on achète du coton en grosse quantité à un moment N, on sait qu'on va le revendre dans 1, 2, 3, 6 mois, 1 an, 2 ans. Pendant toute la vie de ce contrat, tant qu'on ne l'a pas vendu, nous sommes en risque de prix. Donc, il y a une façon d'assurer son risque de prix, c'est le marché financier. Para cubrirse contra la fluctuación de los precios, Armand Esserser vende un contrato de futuros a Tres Knipa. I sold all the jeans at 120.80. En el lenguaje bursátil, llamamos esto una posición. 21023. Et lorsque vous allez réellement vendre votre produit physique au filateur à destination, eh bien vous allez racheter cette position au marché financier qui va vous la revendre. 597. Sold. Tres Knipa es un especulador. Oh shit, I can't. I'm working these at even. Comprando y vendiendo contratos de futuros, espera obtener plusvalías y permite a los comerciantes cubrirse contra la fluctuación de los precios. See, are we cool? I'll eat them if I have to. You good? All right. C'est une manière de tout temps que les producteurs et les acheteurs de produits agricoles ont eu de se couvrir contre l'évolution des prix, de se couvrir contre le risque d'une évolution par définition imprévisible des prix. Il y a une spéculation en ce sens qui est saine et qui permet de favoriser, faciliter les échanges. Mais ce qui est vrai, c'est que l'arrivée de grands investisseurs institutionnels, de fonds d'investissement, de banques d'investissement, n'ayant plus qu'une logique financière dans la manière dont elles se comportent sur les marchés financiers, a faussé les données du jeu. En el año 2000, tras la explosión de la burbuja de Internet y el hundimiento de los valores tecnológicos, los inversores se orientan hacia los mercados de materias primas para encontrar nuevas fuentes de beneficios. Los grandes bancos y los fondos de pensiones como CalPERS, que por sí solo maneja 280.000 millones de dólares, comprarán en masa contratos de futuros. Los precios de las materias primas se disparan. Aujourd'hui, on ne sait pas sur quoi opèrent les fonds. D'où, pourquoi tout d'un coup ils viennent au marché et investissent des milliards dans le sucre ou dans le pétrole ou dans le soya, par exemple. On ne sait pas pourquoi ils font ça. Parce qu'ils ont un portefeuille de tellement de choses qu'ils sont obligés de mettre tant de pourcents dans le soya, tant dans le café, tant de sucre, tant dans l'or, tant dans le pétrole, tant dans les monnaies. Et avec la quantité d'argent qu'ils ont, ben ça vient d'un coup et le marché perd complètement le contrôle. Le gestionnaire de CalPERS, lui, on lui dit, mon chéri, si tu ne rapportes pas 12 ou 14% de retour sur investissement, tu es viré. Et le type de CalPERS, quand il joue à la hausse. Et justement, là-dedans, le négociant ne compte pas. Parce que lui, il fait du physique, il arbitre son physique, mais les volumes de papier traité sont infiniment plus importants. Le savoir-faire des traders qui sont employés par les investisseurs, c'est un savoir-faire nomade qui peut être aussi bien utilisé sur les softs que sur les métaux,
que sur les pétroles. Et vous comprenez bien qu'un trader qui va être employé sur le marché du blé, par exemple, si le lendemain on le bouge pour aller sur le marché du pétrole, il va s'y retrouver très facilement parce que ça risque d'être exactement les mêmes outils qu'il va utiliser. Pourquoi ? Parce qu'en général, il n'utilise pas beaucoup les fondamentaux du marché, mais des outils mathématiques. Última etapa de la evolución de este nuevo trading, la creación de robots informáticos programados según ciertos algoritmos. Permiten tomar posiciones de venta o de compra a la menor variación del mercado. Il y a quelquefois ce qu'on appelle des ordres automatiques, donc qui résultent de ces tradings et qui sont capables d'intervenir très rapidement sur nos marchés et d'arriver avec des ordres d'achat ou de vente de plusieurs milliers de lots qui, évidemment, provoquent à ce moment-là des mouvements relativement à considérer. En général, on l'apprend le lendemain parce que les spécialistes des maisons de commission nous disent qu'il y a eu des ordres qui sont arrivés automatiques de tel ou tel ordinateur. Voilà, comme on le sait. Mais vous savez, sur le marché, quand vous voyez les lots ou quand vous les avez vus, c'est trop tard, c'est fait. C'est qu'il y a eu l'achat ou la vente, donc la plupart du temps, vous ne pouvez pas intervenir d'une façon ou d'une autre. Ça, vous le subissez. La irracionalidad se convierte en una característica del mercado. Los robots de alta frecuencia trabajan al milisegundo y pueden provocar ganancias colosales, pero también cracks en pocos minutos. Los financieros niegan tener responsabilidad alguna en los vertiginosos aumentos de precios. Bajo su óptica, la especulación no haría más que amplificar el fenómeno, ligado únicamente a los fundamentos de la oferta y de la demanda del producto físico. En 2008, la crisis que afecta al mercado del algodón demuestra lo contrario. Ese año las cosechas son buenas y los precios han aumentado poco. Una ganga para los fondos de inversión que detectan una enorme potencia de aumento. Los fondos compran en masa contratos de algodón y las cotizaciones se duplican en pocos meses. La réaction du négoce, ça a été d'abord la panique. Ça a été véritablement la panique, parce que c'était une espèce de trou sans fin. Je veux dire, on rentrait dans un trou noir, on ne savait plus, tous les jours, il fallait qu'on trouve de l'argent, on n'arrivait plus à vendre, et on ne savait pas pendant combien de temps ça allait continuer. Vous êtes tous les jours en train d'appeler votre banquier en lui disant « j'ai ma position de terme, j'ai ma position de physique, il faut me couvrir ». C'était ça. Dire combien, par exemple ? C'est combien ? C'était plusieurs centaines de milliers. Pour une société comme la nôtre, c'était plusieurs centaines de milliers de dollars tous les matins. Et ça, c'est quasiment intenable. Donc, ce qui a provoqué la demande des banques, qui ont dit écoutez, là, on ne peut plus vous suivre, liquidez la position. Liquider la position à ce moment-là, ça voulait dire pour tous les négociants qui ont été obligés de liquider cette position, une perte sèche. Je pense qu'il y a eu un avant 2008 et un après 2008. Pour les sociétés comme la nôtre, et je pense même de taille beaucoup plus imposante, il a fallu reconsidérer l'intervention sur les marchés à terme. Il a fallu reconsidérer également le laps de temps pendant lequel on acceptait d'être en risque de prix. Là, vous avez un exemple flagrant de distorsion et de décorrélation grave, d'autant plus que ça a eu comme conséquence un certain nombre de faillites, que des grandes maisons de négoce de coton historiques ont décidé de fermer boutique et de mettre la clé sous la porte, et vous avez eu une disparition d'un nombre important de négociants. Donc là, vous avez quelque chose qui est directement lié à un phénomène spéculatif et qui est complètement décorrélé de la réalité de l'économie mondiale. Esta deriva especulativa se extiende en 2008 a otros mercados y afecta a los alimentos básicos. En los estados debilitados por la ausencia de políticas agrarias y por la corrupción, la situación alimentaria se agrava. Estallan disturbios. Au cœur du problème, il y a, si vous voulez, un système pervers où les États, au fil des années 80, depuis 30 ans maintenant, se sont rendus de plus en plus dépendants des importations pour se nourrir. Et quand un État doit sa stabilité politique à des prix du riz ou du pain qui sont relativement abordables pour la population et doit importer tout son riz ou tout son blé, comme c'est le cas de beaucoup de pays d'Afrique de l'Ouest par exemple, on comprend que le gouvernement soit rendu nerveux par ces situations. En 2011, en la Bolsa de Nueva York,
la cotización del petróleo alcanza su máximo nivel y amenaza la frágil recuperación económica. Barack Obama da un puñetazo en la mesa y nombra a los culpables. We can't afford a situation where speculators artificially manipulate markets by buying up oil, creating the perception of a shortage, and driving prices higher, only to flip the oil for a quick profit. We can't afford a situation where some speculators can reap millions while millions of American families get the short end of the stick. C'est un poncif de dire que nous rendons le pétrole plus cher. C'est absolument faux. Ce qu'on cherche, c'est l'acheter le moins cher possible et le vendre le plus cher possible. On essaye d'optimiser les flots, si vous voulez. Peu nous importe que le prix absolu soit $100 par baril ou $25 par baril ou $80 par baril. Peu importe. Ce qui nous importe, c'est la volatilité, c'est le mouvement du prix. Ce qui embête M. Obama, c'est qu'il n'a pas de contrôle. C'est qu'il a affaire en face de lui à 5 ou 6 sociétés de négoce qui sont basées en Suisse, qui sont totalement privées et qui font des affaires avec qui elles veulent. La CFTC, Autoridad Estadounidense de Regulación de los Mercados de Materias Primas, adopta medidas de control de la especulación. El objetivo es limitar la intervención de los financieros puros y duros. El Chicago Board of Trade no suele apreciar las medidas de regulación. For me, 2008 was a really, really good year. It all depends on your position. And so there's not a good market or a bad market. It's how are you responding to the market itself, not necessarily good or bad. All that stuff is just a smokescreen. All that stuff is oh, there's an evil market force out there that's hurting customers. That's nonsense. Open the free market, let free markets trade, have the government and the regulators stay out of it. And then if somebody wants to not participate in the market, if they think the market is somehow unfair to them, then by all means, find another market that they do think is fair. But you start dictating, who can and can't trade? No way. Free markets for free men. No thanks. C'est sur les marchés financiers que se déterminent les prix que les traders sur les marchés physiques vont utiliser, auxquels ils vont se référer. L'influence est donc directe de ce qui se déroule dans ces bulles financières qui gonflent avant d'exploser à ce qui se passe sur le terrain pour les traders, pour les pays importateurs nets denrées alimentaires, pour les producteurs même de ces récoltes. Et malheureusement, on diffuse une sorte d'écran de fumée pour essayer de nier la réalité que ces marchés financiers affectent les cours des matières premières agricoles. Et ça me paraît extrêmement problématique. Au fond, qu'est-ce que nous disaient les marchés? Les marchés disaient, écoutez les enfants, vous êtes 7 milliards d'hommes. Dans quelques années, vous serez 10 milliards d'hommes. Et vous continuez à ne pas investir en agriculture. Bien, il serait peut-être temps de vous réveiller. Et c'est ça le message des marchés. Los productores que siguen atentamente el mercado intentan sacar provecho del aumento de los precios. Pero los más pequeños se encuentran a menudo desfavorecidos frente a la gran volatilidad de los precios. Les producteurs ont beaucoup de mal à s'aligner sur les signaux des prix. Ils ont beaucoup de difficultés à passer d'une culture à l'autre. On passe aux États-Unis assez facilement de la culture du soja à la culture du maïs, par exemple, dont les prix augmentent à raison de la demande d'éthanol. Mais pour beaucoup de cultivateurs dans les pays en développement, les cultures qu'on pratique dépendent de l'inclinaison des sols, de la qualité des précipitations, du savoir que l'on a, de l'accès aux semences, et on ne passe pas d'une culture à l'autre comme cela. L'augmentation des prix va bénéficier aux intermédiaires, va bénéficier aux traders, aux négociants, mais ne va pas bénéficier aux petits producteurs en début de chaîne. En cambio, los grandes productores cosechan los beneficios de la explosión de la demanda y del alza de los precios. Hoy, en Brasil, la soja, indispensable para el alimento de los animales de cría, representa un inmenso mercado. Su producción casi se triplicó en 10 años. Los granjeros se volvieron verdaderos hombres de negocios. En Río Grande del Sur, al sur del país, Pedro Luis Herter está a una cabeza de una explotación de tamaño medio, 6.000 hectáreas. Aunque sigue trabajando con los negociantes,
Hoy tiene los medios para puentearlos. Nós já temos sido muito procurados por empresas chinesas para exportar diretamente. Mas o que nos parece é que eles estão muito distantes e nós não podemos carregar um navio de soja e ficar assim numa expectativa de recebimento ou de qualidade no momento que chega lá, de ser... E a trading nos dá uma tranquilidade grande. Eu acho que empresas grandes poderiam fazer a comercialização diretamente. Agora, as empresas pequenas, que existem muitas, essas não teriam como fazer. Se eles querem sair do preço de Chicago, e normalmente oferece um preço menor que Chicago, então já limita. Nós estamos agora fazendo uma exportação direta em containers, né? Fazendo uma outra experiência aí, vamos ver se vai ter sucesso. Este comercio en directo entre productor e importador se enfrenta por el momento a numerosos problemas logísticos. Hoy, el puerto de Santos, en Brasil, donde se embarca la soja, está saturado. Pero este tipo de iniciativa anticipa los modelos económicos del futuro. Los grandes productores tendrán que hacerse negociantes y los negociantes productores. Una tendencia del mercado que marginaliza aún más a los pequeños productores. I rather believe that what we will be facing in the future is that producing companies, upstream companies, will create their own trading outfit in countries like Switzerland. And in fact, this is exactly what has happened and what will continue to happen. I think it's a poor man's business today to be a medium-sized trade house or a small trade house. It's very difficult. You have to have very niche markets. We do the unwanted business that the big boys don't want to do. El futuro pertenece a los grandes conglomerados que integran al conjunto del sector. En Ginebra, los ABCD se volvieron productores, industriales y financieros. Par exemple, Cargill, c'était la première des 4 à avoir créé un fonds d'investissement qui s'appelle le fonds Black River Asset Management et qui a pour vocation de spéculer sur les marchés financiers de matières premières agricoles, à la fois pour le compte de la maison mère et pour le compte de tiers. Donc ce sont des entreprises qui vendent aussi des services financiers et qui spéculent directement sur les marchés financiers de matières premières agricoles. Los ABCD son hoy mucho más que simples negociantes, y sus dirigentes comunican lo menos posible. Ils n'ont aucun intérêt à être connus. Aucun intérêt. Ça leur apporte rien, si ce n'est peut-être éventuellement des critiques potentielles. Bon, pourquoi se faire connaître? J'imagine que le public n'aimerait pas savoir que peut-être que A, B, C ou D gagnent 5 milliards de dollars par an en faisant des négoces sur du pain ou d'huile de cuisine ou sur de viande de poulet ou viande de bœuf. Los gigantes del negocio aparecen hoy como los amos del juego. Pero la historia del mercado está repleta de imperios que se consideraban intocables y cuya arrogancia condujo a la perdición, aplastados por la indiferencia de los mercados. Sea como fuere, mañana, al igual que ayer, los negociantes seguirán haciendo girar el mundo. It's really not the issue as far as Tracy is concerned. It's a good cotton. I mean, the color, it's very similar to the American cotton. And the color is the little correct. You like it? 你可以种来。可以哈，来考虑那个巴西人怎么样？He prefer to buy the Brazil. You can compare. Yes, but the prices are very high. How much?
For regular type would be around 84, 85 cents, which is very high. Because he said he can buy from the competitor was 82 opera. And how many tons is he looking for? 300 tons. Tell him that in the meantime I'm gonna look for high grades from Brazil for him if he wants. So tonight you have the better price. He may be considered to buy tomorrow. Okay.